Bienvenue sur Africa 24. Au sommaire de l'Africa Tonight, la presse sénégalaise a dévoilé l'affaire des milliards de francs CFA de la Guinée à destination de Dubaï et saisie par la douane sénégalaise. La précision du gouverneur de la Banque centrale guinéenne, Loun Séninabe, dans cette édition. Vers la fin de l'impasse politique à Djibouti, pouvoir et opposition ont repris le dialogue ce 23 août. Une lueur d'espoir pour la relance économique du pays. Et en Centrafrique, au moins 17 ex-combattants de la Séléka ont perdu la vie lors d'affrontements qui ont éclaté entre deux factions rivales de cet ancien groupe rebelle. Ces heurts pourraient, selon certains spécialistes, avoir un impact négatif sur les négociations entre le pouvoir et les milices. Plusieurs milliards de francs CFA. C'est le montant qui a été retenu par la douane sénégalaise à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, un montant en provenance de la Guinée voisine attribué par la presse au pouvoir de Conakry. Aujourd'hui, Loun Séninabe, le gouverneur de la Banque centrale de Guinée, et le pouvoir guinéen apportent leurs précisions. Et pour cause, ce qui pose problème, c'est que ce transfert de fonds n'aurait pas été déclaré ni par les services financiers, ni par les autorités guinéennes. Le point tout de suite avec Ibra Khadindiaï. Affaire des milliards de francs CFA de la Guinée à destination de Dubaï saisis par la douane sénégalaise. Les précisions du gouverneur de la Banque centrale guinéenne. C'est une affaire qui continue de faire beaucoup de bruit dans la presse guinéenne, mais également sénégalaise. Le 8 août dernier, la douane sénégalaise avait intercepté l'équivalent de 10 milliards de francs CFA à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Un transfert de fonds qui n'aurait pas été déclaré par les services financiers et les autorités guinéennes. Ces fonds devraient être acheminés à des banques de Dubaï. Pour la presse qui a révélé l'affaire, l'argent appartient au pouvoir guinéen. Après les démentis de ce dernier, le gouverneur de la Banque centrale guinéenne a souhaité à son tour apporter des précisions sur le montant précis du transfert. Pour lui, ce mouvement financier est une routine et rentre dans le cadre du fonctionnement normal de l'institution. D'abord, c'est vrai qu'il ne s'agissait pas de 4 milliards. 4 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent de 8 millions de dollars. Le montant dont il s'agit, c'était 20 millions de dollars. Bon, c'est vrai, c'est pour la Banque centrale. Pas pour une autre personne, ni physique, ni morale. C'est une opération de la Banque centrale, le chef de l'État, ni aucune personnalité politique administrative. Aucune autre personnalité n'a absolument rien à voir avec ce dossier. Il s'agit tout simplement des fonds que les banques commerciales versent à la Banque centrale, la charge pour elles de les transférer auprès de ses correspondants étrangers. C'est une opération très courante, une opération, dans notre point de vue, banale, une opération que fait la Banque centrale, ce que font les autres banques centrales, que font des banques commerciales aussi, dans d'autres réglementations bancaires. Conakry refute pour sa part toute liaison de près ou de loin avec ce transfert. Le porte-parole du gouvernement, Damantang Albert Camara, dénonce ce qui est selon lui une interprétation de la presse dans cette affaire. C'est une forme de communication qui relève tout ce qui peut y avoir de pernicieux lorsqu'une information est volontairement détournée et travestie. Et c'est vraiment dommage qu'un quotidien sénégalais, qui fait partie d'une presse qui est réputée pour quand même son professionnalisme, soit laissé aller à des interprétations et un amalgame. Je crois que l'explication que la Banque centrale de Guinée a donnée est suffisamment claire. Pour ça, il n'a jamais été question de l'argent appartenant à quelque autorité que ce soit, encore moins le chef de l'État. Nous espérons franchement que ce quotidien fera le nécessaire pour établir la vérité dans ses prochaines parutions. Depuis que la Guinée est rentrée dans sa phase démocratique, jamais il n'a été question pour notre gouvernement de demander des droits de réponse ou d'attaquer un journal de quelque manière que ce soit. Mais là, quand même, c'est quand même une histoire qui défraie la chronique. Les autorités sénégalaises, par l'intermédiaire du ministre de l'économie et des finances, étaient intervenues pour débloquer cet argent selon la presse locale, lui permettra ainsi de poursuivre son chemin. Alors que depuis plus d'une année, Djibouti est entré dans une impasse politique, ce samedi, l'Union pour la majorité présidentielle et la plateforme de l'opposition ont repris le dialogue pour tenter de sortir le pays de cette longue crise politique. Les détails avec Hanan Faro. Après plus de 18 mois d'impasse politique à Djibouti, l'alliance au pouvoir, l'Union pour la majorité présidentielle et l'opposition de l'Union pour le salut national ont repris leur dialogue samedi 23 août. Zakaria Abdillahi, député de l'USN et président de la Ligue des droits de l'homme, reste néanmoins prudent. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui font les personnes qui négocient directement avec le régime en place. Mais je crois que le président djiboutien aux États-Unis, il s'était exprimé sur la radio Voice of America en disant qu'à son retour,
il y aura de bonnes nouvelles pour le peuple djiboutien. Nous attendons, et il paraît que, donc on attend la signature des accords. Nous ne savons pas ce qui est le contenu de cet accord, ce qu'il va signer. Principal mouvement de l'opposition, l'USN ne siège pas à l'Assemblée de Djibouti. La semaine dernière, le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh avait néanmoins confirmé la reprise des discussions, précisant que les deux parties tentaient de régler les problèmes sans intervention extérieure. Les accords qui ont antérieurement signés n'ont jamais été respectés. Et on a peur que l'histoire se répète. C'est-à-dire depuis 1999, 2003, à chaque fois, les élections, il y a eu des accords, les accords n'ont pas été respectés. Rappelons aussi, en 2005, il y a eu des boycotts. En 2013, avec beaucoup de responsabilités, les Djiboutiens ont dit cette fois-ci, nous allons arrêter le boycott, nous allons participer, et ils ont gagné sans difficulté. La reprise du dialogue politique était très attendue par les Djiboutiens. L'un des enjeux de la stabilité politique est de donner un nouveau souffle à l'économie nationale dont la croissance se stabilise dans la moyenne de l'Afrique subsaharienne. En 2013, elle était de 5,5%. En République centrafricaine, au moins 17 personnes, tous des ex-combattants Séléka, ont été tués ce lundi dans de violents affrontements qui ont éclaté à Bambari entre deux factions rivales de cet ancien groupe rebelle. Un événement qui met en lumière les querelles intestines de la Séléka et qui pourrait bien mettre en péril les actuelles négociations de paix. Le point avec Aminata Diak. Bambari, dans le centre de la Centrafrique, a été le théâtre d'affrontements ce lundi entre deux factions rivales de l'ex-rébellion Séléka. Selon un officier de la MISCA, témoin des violences, les combats ont opposé le groupe du général Joseph Zundeko, chef d'état-major de l'ex-coalition Séléka, et celui du général Ali Diarras. Un bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts dans les deux camps. Ces deux factions se battent globalement parce qu'elles ne sont pas d'accord sur l'accord de Brazzaville. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est lié au contrôle, bien entendu, du territoire au nord, mais aussi un certain nombre de mines de diamants. C'est une situation difficile dans la mesure où Djotodia, qui avait été élu président de Séléka, n'arrive pas à contenir ni à maintenir ses troupes. Certains spécialistes estiment que ces violences risquent de ralentir à nouveau la poursuite des négociations entre le gouvernement et les groupes armés. Cette bataille qui oppose les deux factions risque de fragiliser la paix en République centrafricaine et risque de retarder le dialogue national inclusif qui va se mettre après le gouvernement de transition qui compte à peu près une trentaine de ministres. Il semble que le gouvernement risque de connaître quelques difficultés dans la mesure où à la table de négociation, on ne sait pas de Séléka qu'on connaît un certain nombre de représentants, mais vous avez des tendances dissidentes. La situation sécuritaire en Centrafrique reste fragile. Depuis sa signature, l'accord de Brazzaville a été violé à plusieurs reprises sur le terrain, une situation qui empêche le bon déroulement du processus de paix. L'Afrique du Sud peine à justifier sa place au sein des BRICS, les puissances émergentes, et pour cause dépossédée du titre de première puissance africaine par le Nigeria, l'Afrique du Sud multiplie les contre-performances économiques. La récession a en effet été évitée de justesse grâce à un PIB qui a cru de seulement 0,6% en deuxième trimestre 2014. Écoutons donc à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Alfred Chango. Les BRICS, comme on le sait, ça réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud comme un bloc économico-politique des pays émergents qui veulent se constituer comme un autre pôle de développement économique. Et naturellement, en Afrique, l'Afrique du Sud, jusqu'à il y a peu, était la première puissance économique du continent. Aujourd'hui, le Nigeria l'a dépassé. Mais le fait qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud essaie de résorber sa récession est un bon signe, mais en même temps, ce n'est pas cela qui fait que l'Afrique du Sud est une puissance au sein des BRICS. Ce qui fait la force de l'Afrique du Sud, c'est que au niveau de l'environnement des affaires, l'Afrique du Sud offre beaucoup de garanties. Au niveau de son appareil industriel, l'Afrique du Sud offre des garanties, des développements que ne proposent pas d'autres pays africains. Et donc, naturellement, l'Afrique du Sud a sa place tout à fait trouvée dans les BRICS.
Dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont entamé ce mardi la démarcation des limites entre leurs deux territoires. Une opération supervisée par une commission mixte conformément aux recommandations de la réunion bipartite Rwanda-République démocratique du Congo sur la question de ces limites. Et pour cause, au mois de juin, les forces armées de ces deux pays se sont brièvement affrontées à Kanyesheja à cause notamment de la confusion de ces frontières entre ces deux États. Écoutez l'analyse de notre éditorialiste Gratien Rukindi-Kiza. La démarcation des frontières entre la RD Congo et le Rwanda est une bonne solution pour les deux pays parce qu'il y avait des problèmes politiques entre les deux pays et le Rwanda était plutôt touché plus que la RD Congo, surtout que la communauté internationale avait, interrompu une bonne partie de l'aide internationale en raison du soutien au M23. Mais aussi, on peut dire que la croissance qui se trouve au Rwanda était, handicapée par ces problèmes avec la frontière RD Congo. On pense que si jamais le Congo règle la question des FDLR, il y aura plus de problèmes et les deux pays, en fait, compte tenu des frontières et des peuples qui sont presque les mêmes entre les deux frontières, ça sera une très bonne occasion pour évoluer ensemble. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.